Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Toute peine prononcée devra être exécutée. En prononçant ces paroles en avril 2017, Emmanuel Macron, candidat En Marche à la présidentielle, expose le volet sécurité de son programme en ajoutant aujourd'hui « Une peine de moins de 2 ans n'est pas appliquée ». C'est incompréhensible. Cette dernière affirmation est fausse et alimente les contre-vérités sur le système de justice pénale, dont les limites sont largement discutées au cours de la campagne présidentielle. Les propositions qui en découlent vont, pour la majorité des candidats, dans le sens de la répression. Emmanuel Macron sous-entend que la justice pénale est laxiste à l'égard de l'exécution des peines et remet en cause les peines alternatives, pourtant favorables à la réinsertion des détenus et donc à la lutte contre la récidive. Cette phrase anodine révèle un sujet complexe dépourvu d'objectivité. Elle révèle un sentiment de corrélation entre incarcération des délinquants et sécurité des citoyens, l'assimilation des peines alternatives à la non-exécution des peines et la méconnaissance des enjeux de la justice pénale. Si ce sujet est si ancré dans l'actualité, c'est que la justice pénale rencontre des difficultés dont témoignent les chiffres de la surpopulation carcérale, le coût de la peine d'emprisonnement et le taux de récidive. Ces différents éléments révèlent que le système de justice pénale traverse une crise d'efficacité. La surpopulation carcérale a fait l'objet de 17 condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, pour des conditions de détention relevant de traitements inhumains et dégradants. Le taux moyen d'occupation des prisons est de 124%, soit 69 502 détenus au 1er juin 2017 pour 54 118 places. En réponse, les gouvernements successifs ont proposé la construction de nombreuses places de prison pour atteindre l'encellulement individuel. 10 000 places de prison ont été proposées par Manuel Valls en octobre 2016 et 15 000 places par Emmanuel Macron en son début de mandat. Pourtant, l'histoire a démontré que plus on construit de prisons, plus on enferme. Entre 2005 et 2014, la population carcérale a augmenté proportionnellement à la construction de nouvelles places de prison. 9 000 nouveaux détenus ont été incarcérés pour seulement 7 000 nouvelles places, ce qui a accentué la surpopulation carcérale. La répartition des moyens conférés à l'administration pénitentiaire n'est pas à l'image de ces principes. L'article 131 du Code pénal rappelle que la peine a pour fonction 1 degré de sanctionner l'auteur de l'infraction, 2 degrés de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Pourtant, le budget est majoritairement consacré à la détention, aux coûts de construction, de fonctionnement et d'entretien des prisons, et non pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation, SPIP, qui assure le suivi et l'accompagnement des détenus vers la réinsertion. En 2016, le budget total des services pénitentiaires d'insertion et de probation s'élevait à 24,6 millions d'euros, soit 1,9% du budget global de l'administration pénitentiaire. Le personnel accompagnant est en sous-effectif et donc surchargé. Un conseiller peut être amené à accompagner 130 personnes sous main de justice, alors que la norme européenne préconise un nombre maximum de 60 condamnés par conseiller. Résultat, 70% de récidives dans les 5 années suivant la sortie des détenus ayant fait l'expérience d'une sortie sèche, c'est-à-dire les détenus n'ayant bénéficié d'aucun aménagement de peine. Pour les détenus pouvant bénéficier d'une libération conditionnelle, le taux de récidive tombe à 32,5%. La prison reste la peine de référence en France. Elle est largement prononcée pour les délits qui représentent plus de 80% des condamnations, alors que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose « Une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours ». Les limites visibles de notre système viennent se heurter à une baisse globale de la criminalité en France. En 1950, il y avait 3 500 homicides par an pour moins de 40 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a en moyenne 350 homicides par an. Le nombre de délits de violence ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 8 jours a baissé de 8,7%. Il n'y a donc pas plus de violence, mais une augmentation des enregistrements de délits mineurs. L'analyse de Didier Fassin, sociologue français auteur de Punir, une passion contemporaine sera reprise pour comprendre le contexte de cette crise et identifier les causes de la période répressive.
Ce dernier justifie la montée de la tendance répressive par deux phénomènes complémentaires: le phénomène culturel et le phénomène politique. Le phénomène culturel est la hausse de la sensibilité de la population à l'égard de l'illégalisme, et notamment de la violence. Il traduit une baisse de tolérance de la société envers les comportements venant perturber l'ordre social. Une série de conflits interpersonnels qui faisaient l'objet de régulation des conflits au sein de la communauté sont aujourd'hui réglés par l'intermédiaire de la justice. Les infractions sans victime, comme l'usage de drogue et la conduite après suspension de permis, sont nouvellement sanctionnées par la justice pénale. Ce phénomène agit au détriment du milieu populaire, très souvent la cible de cette tendance répressive, et épargne les catégories les plus aisées. Par exemple, la fraude fiscale est un délit souvent mieux accepté que le vol à l'étalage. Michel Foucault désignait déjà à l'époque de surveiller et punir en 1975 le système pénal par la formule de guerre civile, guerre sociale, et même une guerre des riches contre les pauvres dans laquelle un criminel devient un ennemi social. Pour lui, le système pénal est régi par des lois qui sont elles-mêmes rédigées par des personnes à qui elles ne sont pas destinées et qui sont destinées à des personnes pour qui elles ne sont pas faites. Michel Foucault, comme Didier Fassin, pointe le doigt sur la différenciation et la hiérarchisation des infractions. Il y aurait deux types d'infractions, celles qui ressortent de l'illégalisme populaire et celles de l'illégalisme bourgeois. Cette catégorisation entraîne une certaine tolérance de ce qui est moralement plus acceptable, sans objectivité quant à la gravité réelle de l'acte ainsi que la nécessité de le commettre. On voit une baisse de considération des motivations de l'acte et de la volonté de nuire. Durkheim intervient dans ce sens pour montrer que la société décide de ce qui est répréhensible et fixe la hiérarchie des infractions en fonction de ce qui est socialement et moralement acceptable. Il ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu'il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons. À son sens, le contexte économique et social du pays a une très forte influence sur l'interprétation de la gravité des infractions. Le phénomène politique est le résultat d'une réappropriation des dirigeants des questions sécuritaires. Plus la sécurité de la population paraît menacée, plus les dirigeants souhaitent diffuser une image rassurante au peuple et faire une démonstration de force vis-à-vis de la délinquance et de la criminalité. Ils anticipent les peurs des citoyens et engagent une politique répressive, à travers de nouvelles lois et de nouveaux moyens donnés aux forces de l'ordre ou à l'armée, pour donner l'illusion de contrôler le pays. Didier Fassin explique que l'addition des phénomènes politiques et culturels a provoqué le durcissement du droit pénal et du système pénitentiaire. Progressivement, on a assisté à l'incrimination de faits qui ne l'étaient pas, et l'aggravation des sanctions pour les délits existants. L'incrimination des faits qui ne l'étaient pas s'est manifestée entre 2002 et 2012, période au cours de laquelle la population carcérale a augmenté de 20%, et où on a vu apparaître l'inscription de nouveaux délits dans le Code de procédure pénale. Au cours de cette période, 29 lois pénales ont été votées pour ouvrir de nouvelles voies derrière les barreaux. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, les délits routiers ont connu une forte pénalisation ces 10 dernières années. Les infractions concernant la conduite après suspension de permis ont été multipliées par 3,5 et ont donné lieu à 3000 condamnations à la prison ferme. D'autres délits ont été inscrits dans le droit pénal, donnant lieu à des peines d'emprisonnement comme le racolage passif, la mendicité agressive et la vente à la sauvette. L'aggravation des sanctions pour des délits existants s'est d'abord manifestée par une augmentation de la durée de l'incarcération. En France, les peines planchers instaurées sous Sarkozy en 2007 dans le cadre de la loi Dati sur la récidive, c'est-à-dire l'obligation pour le juge de prononcer une peine qui ne peut être inférieure à un seuil minimal, ont matérialisé l'aggravation des délits existants. Ces peines planchers ont fait passer de 8 mois à 11 mois la durée moyenne d'emprisonnement en France. Elles ont été supprimées à partir du 1er octobre 2014 par la loi relative à l'individualisation des peines, mais le phénomène a perduré. L'aggravation des sanctions s'est également manifestée par une plus forte tendance à incarcérer pour des actes ne faisant pas l'objet d'emprisonnement auparavant.
La pénalisation accrue du législateur explique en partie le durcissement des peines. Ajouté à cela, on observe que les juges ont très souvent recours à la peine d'emprisonnement au détriment des peines alternatives. Pourtant, en 2012, 96% des condamnations en attente d'exécution étaient inférieures à 2 ans, soit réalisables à l'extérieur des prisons. Les peines alternatives à la prison ont dernièrement été favorisées par le législateur le 15 août 2014, dans le cadre de la loi sur l'individualisation des peines. Cette loi a créé une nouvelle peine, la contrainte pénale, pour les délits qui encourent à une peine d'emprisonnement de moins de 5 ans. La contrainte pénale confère un ensemble d'interdictions et d'obligations aux détenus et engage un processus de réinsertion. Pourtant, elle fut appliquée uniquement 85 fois par mois en 2014, contre 10 200 peines de prison par mois la même année. Les juges subissent une forte pression de la part de la société et du gouvernement et ne disposent pas assez de moyens nécessaires pour prononcer des peines alternatives. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation, SPIP, en charge d'appliquer les peines alternatives, étant surchargés. Pour conclure cette introduction, il convient de revenir sur l'analyse du moment punitif de Didier Fassin. Selon lui, il correspond à cette conjoncture singulière où la solution devient le problème. En d'autres termes, l'auteur remet en cause la peine telle qu'elle est appliquée aujourd'hui et la rend responsable de nombreuses dérégulations dans la société, et notamment de la récidive. Face aux déviances vis-à-vis des normes sociétales, la société met en place des réponses qui permettent d'arrêter le désordre et de prévenir les potentielles déviances à venir. La sanction proposée pour contrer ces déviances s'impose donc comme une solution utile et efficace pour faire face aux problèmes. Le moment punitif semble inverser cette tendance, puisque le châtiment n'apparaît plus comme étant la solution, mais comme étant le problème. Il crée une réponse inefficace et inutile, qui provoque des dérégulations et met en péril l'ordre public qu'il souhaitait protéger. Censé protéger la société du crime, le châtiment apparaît de plus en plus comme ce qui la menace. Pour dénoncer l'injustice du système de justice pénale actuel, démontrer son état de crise et l'urgence d'entamer une transition, la citation suivante a été retenue. Il l'est à cause du nombre d'individus qu'il met à l'écart, à cause du prix qu'il fait payer à leur famille et à leur communauté, à cause du coût économique et humain qu'il entraîne pour la collectivité, à cause de la reproduction d'inégalités qu'il favorise, à cause de l'accroissement de la criminalité et de l'insécurité qu'il génère, à cause enfin de la perte de légitimité qui résulte de son application discriminatoire ou arbitraire. Il va s'agir, dans cet ouvrage, de se questionner sur la capacité de la société française, en tant que groupe organisé d'individus vivant sous des lois communes sur le territoire français, à impulser une dynamique nouvelle dans la justice pénale. La société française sera particulièrement représentée par la société civile, soit l'ensemble des rapports interindividuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturelles, religieuses qui se déploient dans une société donnée, en dehors du cadre et de l'intervention de l'État. Elle sera également la somme d'actions individuelles qui s'ajoutent à la démarche collective et qui incarnent l'élan de la société tout entière. La justice pénale, cette autorité en charge de la sanction des infractions à l'ordre public, a inscrit dans la peine différentes motivations à travers l'histoire. La punition, la réhabilitation, la réparation. La logique punitive est une tendance dans laquelle la peine a pour seule fonction d'infliger une sanction punitive au contrevenant, tournée vers ses actes passés sans considérer son avenir dans la société. La réhabilitation est l'action d'aider à la réinsertion sociale d'un individu, en lui permettant de retrouver l'estime de soi. La réparation est l'action de réparer une faute commise, le préjudice moral qu'on a causé à quelqu'un, afin d'atténuer ses souffrances et de revenir à un état normal. Au-delà de ces 3 fondamentaux, l'intérêt portera sur une notion qui vient répondre globalement aux enjeux de la justice pénale aujourd'hui, la réconciliation. Elle est le fait de rétablir des liens qui ont été brisés entre la société et les justiciables. Elle permet de prendre en compte chacun des protagonistes et d'espérer un effort mutuel pour tendre vers un avenir commun. Une approche théorique et une application empirique de la peine seront proposées. La pénologie est l'étude des mesures pénales et des effets qui en résultent, tout particulier en ce qui concerne la protection de la société et la réintégration sociale des délinquants.
Elle permettra d'amorcer ce livre pour identifier les effets des différentes approches de la justice pénale dans le temps. Puis, une étude empirique permettra d'envisager les contours d'une peine réparatrice et réconciliatrice. La remise en question de principes pris pour acquis est un préalable indispensable à toute réflexion sur la transformation des politiques et des pratiques pénales. Il faut repenser le châtiment en prenant en considération le fait qu'il ne remplit pas le rôle qu'on lui a délégué. Dans ce contexte, comment la société française peut-elle repenser le sens de la peine et substituer à la logique punitive une peine réparatrice et réconciliatrice ? Dans un premier temps, il s'agit d'analyser l'évolution du sens de la peine à travers l'histoire, son application pratique en France et ses facteurs d'influence. Puis, il convient de montrer de manière empirique comment la société civile s'organise pour inclure dans nos peines actuelles une logique qui tente à la réconciliation avec la société. Enfin, seront abordés les enjeux de cette transition du côté des institutions et de la société, et les perspectives des acteurs de terrain qui favorisent son essor. 1. Le sens de la peine. On dit que nous ne faisons pas souffrir le coupable pour le faire souffrir. Il n'en est pas moins vrai que nous trouvons juste qu'il souffre. Durkheim, 1991. Section 1. La punition au cœur de la peine actuelle. Il s'agit de questionner le rapport étymologique entre peine et punition, pour comprendre leur interdépendance. Dans la langue française, les deux mots sont étroitement liés au regard de leur définition. D'après le dictionnaire Larousse, la peine est une punition, une sanction appliquée section pour une faute commise, une infraction, alors que la punition est l'action de punir, d'infliger un châtiment, une peine. Au-delà de ça, la peine a un double sens spécifique à la langue française. Le mot désigne aussi bien une condamnation pénale qu'une douleur, un double sens qui ne figure pas dans la langue anglaise où pain et penalty ont été clairement différenciés. À travers ces définitions, on comprend bien le caractère interdépendant de la punition, de la souffrance et de la peine qui a une influence certaine sur le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Si ce lien entre peine et punition apparaît évident, il ne l'a pas toujours été. L'intérêt portera sur l'évolution du sens de la peine à travers l'histoire, puis aux différentes approches théoriques de la justification de la punition. 1. L'évolution du châtiment, de la dette à la punition. À la définition communément admise du châtiment. Le philosophe et juriste britannique, H. L. Hart, a proposé une définition du châtiment qui est devenue la référence depuis un demi-siècle. Prenant la précaution d'admettre que cette définition peut être contestable, il a permis de donner le cadre à la notion de châtiment et à ce qu'on qualifie de peine aujourd'hui. Sa définition de la peine repose sur 5 critères cumulatifs. Le châtiment doit impliquer une souffrance ou d'autres conséquences désagréables. Le châtiment doit répondre à une infraction contre des règles légales. Le châtiment doit s'appliquer à l'auteur réel ou supposé de cette infraction. Le châtiment doit être administré intentionnellement par des personnes autres que le contrevenant. Le châtiment doit être imposé par une autorité instituée par le système légal, contre lequel l'infraction a été commise. Didier Fassin décortique les critères de cette définition pour en montrer sa fragilité et ne garder qu'un seul critère venant s'imposer aujourd'hui, l'administration d'une souffrance. Les autres critères pouvant, de l'école à la prison, être remis en cause de manière plus ou moins exceptionnelle. À son sens, cette définition est venue légitimer l'infliction de la souffrance à travers la sanction pénale, la plaçant comme un objectif inquestionné, ce qui apparaît comme un problème fondamental dans le système de justice pénale actuel. Il s'arrête également sur le 3e critère, le châtiment doit s'appliquer à l'auteur réel ou supposé de cette infraction, pour révéler une injustice. Cette définition légitime le fait d'attribuer une souffrance à une personne uniquement soupçonnée d'avoir commis un acte répréhensible, et par conséquent qui n'a pas encore été jugé. Ce soupçon pose une question morale, mais a pourtant été encadré par le droit pénal sous la forme de mesures de détention provisoire. Cette mesure devait s'adresser à des individus dangereux ou susceptibles d'être absents au procès. Or, elle s'est aujourd'hui généralisée et représente 29% des détenus dans les prisons françaises, des prévenus incarcérés en attente de leur procès.
S'ajoute à cette question morale le fait que ces prévenus soient placés en maison d'arrêt, soit dans les établissements qui souffrent le plus de la surpopulation carcérale et de non-respect du droit. Le taux de suicide y est, par ailleurs, 3 fois plus élevé que dans les autres établissements. La punition anticipée questionne autant sur le plan moral que pratique, puisqu'elle représente une solution à court terme qui a de lourdes conséquences sur le parcours de l'individu incarcéré et sur l'environnement carcéral. B. Le passage de la réparation à la punition. Originellement, on désignait la rétribution comme étant une dette à honorer, le paiement en retour d'une obligation, soit une action à honorer, ou d'une gratification, un transfert financier. La peine était basée sur le réseau sémantique de l'échange, sans aucune signification morale. Nietzsche en a fait la première démonstration des rapports créancier-débiteur, où le débiteur pour inspirer confiance s'engageait, dans le cas d'une dette impayée sur quelque chose d'immatériel qui lui appartenait, comme sa femme, sa liberté ou sa vie. Chez les Indiens d'Alaska, la peine avait également une vertu réparatrice car le crime individuel n'existait pas. En cas de crime, le clan appartenant au criminel avait une dette à payer à l'autre clan. C'est donc une dette dont le groupe doit s'acquitter et non une faute que l'individu doit expier. Pour les aborigènes d'Indonésie, seuls les dommages et intérêts apparaissaient comme une sanction juste en cas de crime, car la liberté était leur bien le plus cher, voire une condition pour vivre, et ne pouvait leur être enlevée. Comment est-on passé d'une logique réparatrice à une logique punitive ? À la Renaissance, dans les sociétés occidentales, et particulièrement les sociétés catholiques romaines, la religion a eu un effet notable sur le sens de la peine. La peine, qui s'inscrivait dans la sémantique de l'échange, de la rétribution par la dette, pouvait avoir une connotation émotionnelle, mais n'avait aucune connotation morale. Le lexique religieux a fait apparaître la notion de faute et d'affliction méritée du péché commis. On voit apparaître la dimension doloriste et la dimension morale du châtiment, par la souffrance qu'elle inflige à l'individu s'étant permis de transgresser les codes sociaux. On parle alors de moralisation de la peine. L'analyse de Georg Simmel dans Philosophie de l'argent vient ajouter 2 éléments explicatifs. À son sens, le passage de la réparation à la punition peut s'expliquer par une dimension politique et une dimension sociologique. Une dimension politique. Le contentieux par le crime ne se règle plus entre l'auteur et la victime, mais par l'intermédiaire de l'Église et de l'État. Le crime n'implique plus uniquement la victime et l'auteur, mais il est le fait de violation des règles légales ou morales de la société. Cet intermédiaire a moins pour intérêt de réparer la faute commise, mais plutôt d'éviter qu'elle se reproduise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.